Sur le plateau et qui nous soit toujours en compagnie de Emmanuel Kounié, Ablaziz Nondé depuis Paris, Dr Dick Ngouaniam, voilà. Nick Ngouaniam. Dick, ça me rappelle un souvenir, mon petit chien Dick. Voilà. Dr Nick Ngouaniam, Poléum et Kaminele. Kaminele, le ministre dit la politique c'est de la distraction, on est plutôt d'agriculture. Non, on veut circonscrire le champ dans lequel les chefs devraient s'exprimer. C'est infantiliser les chefs. Il ne dit tout de même pas que c'est la distraction, mais il a dit avec ses mots. Oui. Il a demandé aux chefs de mettre leur influence, leur aura au service des populations et de ne pas continuer peut-être à animer un débat politicien à l'intérieur de leur village. Ça, c'est son rôle. Oui. C'est son rôle par rapport, il faut comprendre qu'il est ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs, ses auxiliaires, les chefs, il peut leur dire que, écoutez, je pense que dans ce sens ou ce sens n'est pas bon. Mais seulement, Paul Atanga a dit, bon, que ceux qui apprécient, que ceux qui n'apprécient pas. Mais moi, je dis qu'on oublie aussi de relever qu'il a demandé aux chefs d'être vigilants, de demander à leur population de conseiller à leurs fils de ne pas aller en brousse, d'être vigilants au niveau de la sécurité et la sécurisation de leur village. Il leur a demandé de comprendre la réalité du malaise sécuritaire qui est dans leur région et que les chefs, eux, ont une responsabilité dans le processus qui va permettre à ces populations d'être un peu plus en sécurité. Bon, évidemment, le discours de Paul Atanga, que l'on considère toujours comme martial, c'est le discours du ministre de l'Intérieur, c'est le discours de l'homme qui... Et vous rappelez Charles Pasqua, en fait? Ah oui, vous savez Charles Pasqua... Et Nicolas Sarkozy? Non, Charles Pasqua surtout, lui qui à une certaine époque avait dit que ils allaient terroriser les terroristes. Oui. Bon, ils avaient terrorisé les terroristes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, le discours de Paul Atanga ne passe pas aux yeux de ceux qui estiment qu'il est trop qu'il est trop martial et qu'il veut mettre tout le monde au pas. C'est normal quand on se trouve dans une situation où le Cameroun est en proie à plusieurs, ce que le docteur Moyen a parlé, à plusieurs feux, des feux qui sont partout. C'est difficile de ne pas voir le tourner et de se dire qu'il faut au moins essayer d'éteindre des feux par-ci par-là. Parce que le problème avec les chefs traditionnels, c'est que les chefs traditionnels ont une autorité morale. Et quand vous avez une autorité morale sur vos populations, ça veut dire que vous avez un ascendant qui peut les inciter à regarder dans la même direction que vous. Moi, j'ai lu le mémorandum écrit par les chefs traditionnels. Je vais vous demander, vous l'avez parcouru, et lorsque le ministre Paul Atanga dit un mémorandum qu'il considère comme la copie, il considère ce mémorandum comme la copie d'un projet politique rédigé par un homme politique issu de la région de l'Ouest. Moi, je pense. Quel est votre sentiment? Vous avez quand même parcouru cette déclaration de chef traditionnel. Mon sentiment est que je l'ai lu frappement. Les chefs traditionnels ont présenté une situation lucide. Lucide de la situation. C'est une situation sociale, politique, sécuritaire du pays. Et même sanitaire. Et même sanitaire. Je dis clair. Non, ça, il n'y a aucun problème. Ils l'ont fait de manière très synthétique et très bien charpentée. Ils ont même, c'est ça qui a retenu mon attention, ils ont dit quelque part qu'ils demandent à l'opposition radicale de reconnaître la légitimité du chef de l'État et de regarder dans le sens d'une... C'est le premier point. Hein. Bon, mais seulement... Le document, il est là. Hein. Bon, il est vrai que ce document pêche par le seul fait qu'au lieu qu'il soit rédigé par des personnes qui l'auraient adressé directement au chef de l'État, avec accusé de réception, et maintenant, pour le publier dans les journaux, il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux comme un tract. En quoi il ressemble donc à un projet politique rédigé par un homme politique originaire de l'Ouest? Alors qu'il dit, les chefs suggèrent, premier point, pour qu'on soit, une reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition, dite radicale, afin de décrisper la scène politique et créer ainsi une ouverture de concertation. En quoi? Je l'ai dit. Ça, c'est les chefs traditionnels de l'Ouest qui le disent. C'est pour ça que moi j'ai dit que ce document-là, peut-être que les gens ne l'ont pas lu avec l'âme apaisée, mais quand on le relit,
on verra qu'il y a de bonnes propositions là-dedans. Voilà. Mais c'est peut-être maintenant le modus operandi, la manière par laquelle ce document a été rendu public, qui a certainement réussi à mettre le gouvernement sur les nerfs. Mais, parce que si ce chef avait écrit normalement une lettre au chef de l'État, en disant que voici ce que nous pensons, ce que nous proposons, moi je pense que ça aurait été beaucoup plus conventionnel et ça aurait été beaucoup plus civilisé. Maintenant, balancé dans les réseaux sociaux et commenté par toutes les langues du péril qui influencent les réseaux sociaux, vous pensez donc que c'est plutôt l'effet contraire qui s'est produit et ce document n'a pas suffisamment été pris en considération. Dr Ningwanyam, on a vu dans le journal le ministre pour la Tangandi sortir le carton jaune. Ça, c'est l'homme que vous avez décrit en première partie. Vous l'avez retrouvé là? Yeah, anyway, I like those gesticulations. As I told you, he's someone who does things in his own way to get the message across, but he falls short of emotional intelligence. So sometimes that's the problem with the whole setup. We have never learned how to dialogue with people. It doesn't matter what the problem is. You don't open your eyes, you don't shout at people, especially if they are older than you are. You have to respect them. It doesn't matter who you are, you have to respect people. Once you respect people, it's not the shouting that does the trick. It is the intelligence with which you talk, it's the wisdom, it's the love, it's the truth. Once you know how to communicate, and if you are used to solving problems and you don't wait until the whole house is falling on you, then there will be no problem. If you want to ask the question, why did the chief put that letter on social media? It's probably because they write letters or call and do whatever and nothing ever gets done, and then they get it up to here, they say, okay, let everybody know just exactly how we feel. Because of course it's not the first time we're seeing this kind of thing. You know, the bishops in Bamenda of the ecclesiastical problem of Bamenda did the same thing. Mr. Abom Achoe did the same thing. And so it's not the first time we're seeing this kind of thing. The bottom line is we have an administration that doesn't respond immediately to problems. You know, they pretend they don't exist. You play the camel, or the ostrich. You put your head in the sand and then you think the problem will just go away. No, you have to be. The society is dynamic and you have to be responding, to issues just as they come up. And people should, and the community and the citizens should have a sense that people are listening to them. They should have a sense that somebody cares and so on. But when there's that disconnect between the people and the powers that be, then there are bound to be things like this. Because technically we truly have problems, but if you don't address the problems as soon as they occur, things are going to go out of hand, and that's what we are seeing here. And I cannot really blame the man for putting in the social media. Don't forget, there is also room for open letters. You write a letter to the head of state and you put it in the newspaper and so on. And it's not just in Cameroon. I mean, let's leave Cameroon for now and go to the greatest democracy, Donald Trump and Biden. In America, things are happening. Let's learn from them. Ok. Paul Young, pour vous, cette façon pour le ministre de dire que bon, la politique pour le chef, c'est de la pure distraction. Vous pouvez être utile à d'autres secteurs. Il parle de l'agriculture, notre quoi. L'agriculture, tout le monde, on peut être chef traditionnel, on peut être homme politique et faire l'agriculture en même temps. Je crois que c'est juste une dérision qu'il est en train de faire, simplement, pour dire aux chefs traditionnels, particulièrement à certains chefs traditionnels qui ont pris sur eux, qui ont porté, adressé, entre guillemets, lettre publique, je peux le dire ainsi, puisqu'elle s'est retrouvée sur la place publique, au chef de l'État mémorandum, étant donné que ce n'est pas une lettre de panégyrique, où on fait les louanges du président de la République, du système de régime en place. C'est pour ça que lui, il estime qu'ils n'ont plus rien à dire. Ça rappelle d'ailleurs, rappelez-vous la phrase du président de la République en 90, l'école aux écoliers, tout simplement parce que il y a eu des hommes politiques, le père Kounia, c'est quelque chose, qui ont harangué les foules, parmi lesquels il y avait des élèves en 90. Le chef d'État avait dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'est à peu près ce que M. Atangandi veut faire là. Il veut dire la politique aux politiciens, la tradition aux chefs traditionnels, pour dire aux chefs traditionnels
qui ne sont pas d'accord avec le régime, que comme vous voyez, occupez-vous de vos affaires de tradition, ne parlez plus de politique. Peut-être M. Atangandji ne connaît pas assez l'histoire de notre Cameroun. À chaque fois, les chefs traditionnels du Cameroun ont toujours eu à mener des actions politiques. Nous, en Douala, nous avons l'expression Betote Dikakwa, Adango Mwanya Madiba. Ça veut dire le roi Dikakwa a marché sur de l'eau. Pourquoi? Parce que quand il y avait les villes mortes dans les années 90, c'est le chef Dikakwa qui est allé faire fermer les entreprises au niveau du port de Douala. C'est-à-dire toutes les multinationales que vous pouvez imaginer. Il leur a dit tant que lui il est là et tant qu'il y a les villes mortes à Douala, vous n'ouvrez plus jamais ces entreprises jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi on a cette expression en Douala où on dit que le chef de Toté Dikakwa a marché sur de l'eau. Avant ça, dans l'époque de l'indépendance, vous savez qu'il y a le Kounze par exemple, qui sont allés au moment de l'indépendance du Cameroun, même les Ounyobe travaillent avec les chefs traditionnels. Donc dans l'histoire du Cameroun, les chefs traditionnels ont toujours eu à jouer un rôle très important dans la scène politique. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'être partisans. Et ils sont partisans du bord de M. Atangandji. Ce n'est pas du nôtre, c'est de son bord. C'est pourquoi moi je dis, s'il ne veut plus les chefs traditionnels en politique, qu'il aille d'abord le dire au congrès du RDPC là-bas, qu'il se fasse entendre au sein du RDPC pour dire au chef de l'État que le chef de l'État, vous avez eu tort de nommer les gens comme Pokamas, Samuel Mbombo Dioula, que le chef de l'État a tort de les nommer, puisque lui il estime qu'ils n'ont rien à faire dans la politique. Je crois que nous devons être un peu plus sérieux, un peu plus respectueux vis-à-vis de ces chefs traditionnels, parce que non seulement ils sont les garants de notre tradition, mais ils sont en plus les représentants de tous les peuples du Cameroun. La République arrive après les communautés. Il n'y a pas la République d'un côté et les communautés de l'autre. La République du Cameroun naît après l'existence des communautés. Les communautés, elles sont là, elles ont le guide qui sont les chefs traditionnels. Respectons-les. Pourquoi en Afrique de l'Ouest, un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez des chefs qui sont immensément respectés, reçus constamment par le chef d'État, qui ont des statuts spéciaux. Et c'est pourquoi on demandait une chambre du commandement traditionnel au sein du conseil régional et non une fusion entre les hommes politiques et les chefs traditionnels, parce qu'ils n'ont pas le même statut que les autres. Ce qui se fait dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que si un chef traditionnel entre en politique, qui s'apprête à recevoir les coups comme nous autres, les injures, les intrigues et tout ce qui va avec dans le champ politique, un chef ne peut pas entrer en politique et refuser de recevoir les coups comme les hommes politiques. Et c'est tout ça qui pose un problème. Je crois qu'il est temps de revoir à ce niveau comment nous allons configurer notre République, donner l'estime à nos chefs qui va à la hauteur de nos aspirations et surtout rendre un peu plus notre administration plus démocratique, plus responsable. Je crois que ça, c'est la dictature que nous sommes en train de vivre là. Voilà, Emmanuel Kounié, comment comprendre cet acharnement sur les chefs traditionnels de l'Ouest? Non, disons que M. Atangandji est en train de faire un boulot. Il est au boulot là, il a la tâche. C'est-à-dire comment faire pour que ceux des chefs traditionnels qui ne sont pas dans le RDPC, ils reviennent. C'est le travail qu'il est en train de faire. Il leur dit, écoutez, vous ne devez pas parler de la politique tant que vous avez cette posture. Si vous voulez parler de la politique, revenez au RDPC, sinon occupez-vous de l'agriculture. Or, ce qu'il parle d'agriculture, moi je ne sais pas, peut-être qu'il voulait parler de la tradition, parce que l'agriculture, je ne sais pas si c'est bien de quoi il s'agit, parce que l'agriculture suppose beaucoup de préalables. Ça suppose qu'on a des terres, ou bien que l'accès aux terres est facile. Ça suppose qu'on a des financements. Je crois qu'il n'en a pas de donner. Ça suppose qu'il y a des voies de communication pour évacuer les produits quand on a fini de les récolter. Tout cela, je crois qu'il n'a pas la capacité de résoudre ces problèmes-là. Donc, il ne peut pas envoyer les gens à l'agriculture, alors que les conditionnalités qui permettent à l'agriculture, n'est-ce pas, d'être quelque chose d'attrayant soient réunies. Donc, je crois que ce qu'il a essayé de faire, et je crois que tout le monde a compris, tout le monde a compris. Nous pouvons pinailler autour de tout cela, mais les gens ont bien compris que si vous n'êtes pas du RDPC et vous êtes chef traditionnel, laissez donc la politique. Et si vous voulez faire la politique en étant chef traditionnel, revenez au RDPC. Voilà l'interprétation que je fais du discours de M. Paul Atangandji. Et il le dit froidement, il le dit sans contour, et je crois qu'il faut le comprendre aussi. Et justement, lui, il est dans un système où il pense que le pouvoir doit être fort. Le pouvoir doit être fort. Ils ont fait reculer toute la démocratie parce qu'on a fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Je crois que aujourd'hui, la situation est pire que celle de 90. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus se réunir. On peut envoyer l'armée devant chez quelqu'un, l'encercler dans sa maison sans lui dire quel est son statut, et puis sans lui dire quand est-ce que c'est pour combien de temps. Un matin, il se lève, il voit que les gens sont partis, et un matin, il se lève, il a vu que toute sa maison est assiégée. Donc, on n'a même pas besoin de considérer sa volonté ou sa façon de comprendre ce qui lui arrive.
Ça, c'est un système, quand on est dans un système comme ça, c'est de la dictature, il n'y a pas un autre mot. Bon, nous pouvons parler de démocratie, comme M. Youm a dit tout à l'heure, mais la démocratie, j'ai entendu le chef d'État dire que certains pays ont fait des centaines d'années pour 400 pour arriver à la démocratie. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la démocratie, comme le développement, comme la science, n'est pas une fonction linéaire du temps. C'est pas parce que les gens ont fait 100 ans pour avoir une posture que nous allons faire 100 ans pour y arriver. Nous entrons dans cette maison, on appuie au mur et puis nous avons l'électricité. Mais c'est un filament de tungstène dans un champ magnétique qui peut l'électricité. Qui parmi nous peut nous dire comment ça se passe? On doit commencer là où les autres ont terminé et faire la contribution à la science. Donc, si nous voulons être un pays démocratique, nous prenons tous les résultats des autres, nous commençons à cet endroit et nous avançons. Au Nigeria, quand il y a une élection présidentielle aujourd'hui, il y a 50 millions d'électeurs, 100 000 bureaux de vote. Et à 22h, on ferme les bureaux à 18h, à 22h, le vaincu félicite le vainqueur. Parce qu'ils ont appliqué simplement la biométrie intégrale. La biométrie intégrale suppose que quand vous introduisez votre carte, et nous avons des cartes biométriques, vous votez, et puis un terminal sur lequel on voit que vous avez voté pour tel. Et tous les partis d'opposition sont là, ils le font. Et chez nous, on nous dit, vous n'avez pas eu quelqu'un dans le bureau de vote en Guinée, en tout cas. À Dibombari, vous n'avez pas quelqu'un dans le bureau de vote. Où sont vos PV? Il y avait 25 000 bureaux de vote. Vous n'avez pas de scrutateur, donc vous n'avez pas de vente. Ça veut dire que celui qui a triché le plus est celui qui doit gagner. Voilà le système dans lequel on nous amène. Donc quand on est dans un environnement comme celui-là, M. Paul Atanga est dans son bon droit. Puisqu'il a le pouvoir, et puis il a ces gens qui sont formés au commandement, qu'ils appellent les sous-préfets. Vous allez dans un village, on vous amène un garçon de 27 ans, on dit, monsieur le sous-préfet au commandement, avec une casquette de colonial, il marche devant les gens comme un machin, et puis quand il a fini, il s'assoit, il commence à arracher les terrains des gens, à changer les successeurs dans la famille, etc. Et puis quelques temps après, on l'affecte ailleurs, il laisse tout le bordel, et puis on ne sait plus, on ne sait pas comment faire. Donc ce genre de choses doivent disparaître. C'est pour ça que j'ai dit, le maire doit jouer le rôle du sous-préfet. Comme partout ailleurs, parce qu'il est là, c'est un qui a du point. Même s'il n'est plus maire, il est là. Donc il peut encore répondre de ses actes. Donc moi je crois que le système que nous avons n'est pas fonctionnel. On ne peut pas entrer dans le développement et la démocratie avec ce système-là. Et puis il faut comprendre que M. Biya, moi je ne lui reproche pratiquement rien. Puisqu'il apporte ce système de 62, où il a travaillé avec un dictateur pendant 20 ans, 62-82. Il a appris la dictature chez M. Aïdjo. Et après, lui, il a été dictateur de 82 à 90. Il avait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il ne peut pas se refaire une virginité. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il faut qu'on laisse ce monsieur tranquille. Tout si on ne peut pas lui demander de partir, alors qu'on accepte tout ce que les Atanga-Nji et consorts sont en train de faire. Moi, je crois que tout ce qu'il a dit à M. Biya, c'est que vous avez déjà fait 40 ans. Pouvez-vous partir maintenant? S'il peut partir, on peut faire autre chose. S'il ne peut pas partir, on ne peut rien faire. Vous lui posez la question? Oui. Est-ce qu'il peut partir donc maintenant pour nous laisser réorganiser? Il va répondre. Et M. Biya doit nous dire s'il parle ou s'il ne parle pas, pour que nous puissions entrer dans la modernité, ou bien il veut continuer à regarder le Cameroun sous le prisme de 62. Parce qu'il regarde le Cameroun à travers un prisme. C'est le prisme de 62, mais nous sommes en 2020. Et il y a l'économie numérique, il y a des enfants qui... Il ne peut pas... Il ne faut pas lui demander... Personne ne peut faire ce que nous demandons à M. Biya de faire. Ok, merci. Abdelaziz Damoundé, au lieu de parler de politique et pure distraction, donnez plutôt des idées pour l'agriculture. Dixit, pour la Tangandji, à Bafoussam, devant les chefs traditionnels. Où sont les tracteurs qui avaient été promis au comice agropastoral de Bolova? Pourquoi le Cameroun a un tel déficit abyssal sur le plan agricole? On importe pratiquement toutes les denrées de première nécessité au Cameroun. Le riz, le blé pour le pain, etc. Ça relève de l'agriculture, n'est-ce pas? Donc de la politique agricole. Le Cameroun a passé 10 ans d'une stratégie qui s'appelle le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, une stratégie d'émergence. C'est-à-dire que 10 ans, entre 2010 et 2020, le Cameroun devait déjà être entre 4 et 7%. Le Cameroun devait déjà amorcer le chemin pour être qualifié comme nouveau pays industrialisé, c'est-à-dire avoir 40% de son PIB, donc de la richesse produite, qui viennent de l'agriculture, de la transformation agro-industrielle, par exemple. Où en est-on? Si un chef traditionnel, qui est un citoyen, parle de ça, il parlera de politique ou d'agriculture. Mais on est où? On est où dans notre pays? C'est-à-dire que quand on me dit qu'on doit parler d'agriculture et pas de politique, je ne comprends pas. On parle de la politique qui est la concurrence, la compétition pour le pouvoir, ou du politique qui, effectivement, c'est l'ensemble des régulations, de pacification ou de structuration ou de transformation structurelle d'un État. On parle de quoi exactement? Monsieur Atanga-Nji n'est pas l'ordonnateur de la pensée au Cameroun. Monsieur Atanga-Nji n'est pas la police de la pensée au Cameroun.
M. Atangandi n'est pas la police des consciences au Cameroun. M. Atangandi est ministre de l'administration territoriale. Et tout à l'heure, mon frère Paul Eyoum sur le plateau a cité un proverbe en Douala. Je vais citer un proverbe en Bassa. Igi Jamli Gwegen. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. Nous sommes dans un temps de compétition, de confrontation, d'ouverture des idées au Cameroun. Nous ne sommes plus dans le temps monolithique. Au Cameroun, il y a une compétition des idées. Il y a une compétition de vision du Cameroun. Celle de M. Kamto, celle de n'importe quel autre homme politique au Cameroun, qu'il soit originaire de l'Ouest ou pas. Les chefs traditionnels qui sont citoyens, je le rappelle. Parce que, mon cher Serge Alain Autou, on ne peut pas tenir un discours 2 poids 2 mesures au Cameroun. Quand la mairesse de Fumban s'exprime, s'insurge, on lui dit qu'il y a le chef traditionnel, il y a les us et coutumes, c'est avant la République. Quand le chef Soukoudjou s'exprime, le préfet lui dit de respecter la loi. Dans le même pays, est-ce qu'on peut appliquer la même loi indifféremment selon les affinités politiques? Non. Il faudrait que notre pays, qu'on s'asseye pour revoir ça. Soit le Cameroun dit OK, au titre de l'article 55 de la Constitution du 18 janvier 1996, je veux des statuts spéciaux dans mon pays pour articuler le passé et le présent, l'ancien et le moderne. Auquel cas, on aurait donc sur le territoire du Cameroun des terroirs qui auraient une configuration adaptée. Tant que ce n'est pas fait, nous restons dans un régime républicain strict où il y a des lois qui ne s'appliquent pas à tête chercheuse, qui s'appliquent à Soukoudjou, à Kavaïege Djibril, au Lamido de Reybouba, au Sultan Roi des Bamoun de la même manière. Deuxième chose, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, le président des États-Unis a un compte Facebook comme le président de la République du Cameroun. Tous les ministres du Cameroun ont des comptes Facebook. Le ministre Jacques Famen-Nongo répond à des opposants politiques. Il est chef traditionnel, Jacques Famen-Nongo. Et sur Facebook, on les publie sur Facebook. Il y a un moment, le président de la République, Paul Biya, s'est mis à tweeter. Il y a une frénésie de tweets. Il faisait quoi? C'était sur les réseaux sociaux. Mais de quoi parle-t-on? On ne peut pas à la fois énoncer des principes de modernisation de la vie publique, de la vie citoyenne, et les récuser à des citoyens parce qu'on n'est pas d'accord. Et pour terminer dans mon propos, le ministre Atangandi s'exprime à l'Ouest Cameroun devant des personnalités, donc devant des citoyens camerounais. Il brandit un carton jaune et ça n'indigne personne. Le ministre Atangandi n'est pas là pour distribuer les cartons jaunes. Le ministre Atangandi n'est pas là pour voir la conformité d'une déclaration, d'un mémorandum de chef traditionnel avec celui d'un parti politique. Là, effectivement, il est dans la politique politicienne. On a évoqué tout à l'heure l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, mon cher Serge Alain Autou, le Mogonaba, qui est le chef traditionnel, le roi des Mossi, est devenu une sorte d'arbitre au Burkina Faso des questions nationales. Parce qu'il s'est retiré de la question politicienne, donc du champ du politique, donc de la compétition politique, pour être au-dessus de la mêlée et régler, effectivement, réguler la société et pacifier la société. On attendrait ça au Cameroun. Mais ce n'est pas le cas. Le RDPC, dans son bureau politique, dans sa constitution, est structurellement constitué de chefs traditionnels au Cameroun à qui personne ne dit rien. Et donc, on ne peut pas continuer à nous dire que dans un pays comme le Cameroun, les chefs traditionnels de l'Ouest qui ont fait un mémorandum, à juste titre, sont des gens qui sont en dehors de la République. Quand est-ce que le président de la République du Cameroun va recevoir le président du JICAM, va recevoir les chefs traditionnels précisément au palais d'Etoudi? Le président de la République reçoit l'ambassadeur de France. Il était dans les accords, le traité du 13 novembre 1960, on n'y est plus. L'ambassadeur de France était le doyen du corps diplomatique au Cameroun de droit. On n'y est plus, heureusement, fort heureusement. Le président de la République reçoit l'ambassadeur de France. Jamais le président de la République française n'a reçu l'ambassadeur du Cameroun en dehors de la présentation des lettres de créance. Mais il n'y a pas de réciprocité. D'où vient-il que des chefs traditionnels, des personnes qui, comme le JICAM, qui ont proposé, justement, puisqu'on parle d'agriculture, un livre blanc sur l'économie nationale, ne soient pas reçus par le président? Et par quel canal on va s'adresser au président? Par quel canal? Il faut des salamalek? Il faut un code de conduite? Non, nous sommes des citoyens au Cameroun. Le président de la République, dans cette culture coloniale, qui a fait sacraliser, qui a fait que le président de la République bénéficie d'un culte, il faut que ça s'arrête dans notre pays. Respecter l'institution, lui donner son cachet suprême, mais faire du président une personnalité qui peut être critiquée, mon cher Serge Alain Autou. Il faut qu'on critique le président parce que nous sommes dans un régime qui permet que chaque citoyen
puissent critiquer le président, des chefs traditionnels comme des citoyens ordinaires dans notre pays, et pouvoir enfin s'asseoir pour régler cette question une fois pour toutes. Quel sera le statut des chefs traditionnels? Quel sera le prochain Cameroun? Est-ce que les communautés, donc les chefferies traditionnelles, vont rester être des auxiliaires de l'administration stricto sensu, ou on va avoir un pays qui concilie, qui articule le passé et le moderne de façon intelligente? Participer à ce programme, on va vous libérer. Je vais permettre pour qu'on soit au même degré d'information. Déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Nous, chefs traditionnels, membres du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, CCTO en abrégé, conscients de notre rôle de devoir de garant de la cohésion socio-culturelle de nos populations, de protecteurs de la veuve et de l'orphelin et de parapluie de tous nos enfants, quelle que soit leur obédience politique, religieuse et autres, sensibles et ébranlés par la situation des crimes horribles qui ont cours dans notre pays et, plus en général, par la situation sécuritaire et sociopolitique tendue que nous vivons, reconnaissant et regrettant notre attentisme jusqu'ici face à ces problèmes que nous pensions pouvoir être résolus par les mesures et actions prises par les pouvoirs publics, inquiets de la dégradation de la situation qui devient de plus en plus volatile, nous venons, à travers cette déclaration, jeter notre regard sur ces crises et humblement apporter nos suggestions. Les chefs ont travaillé sur le plan sécuritaire, le plan sociopolitique, ils ont fait des suggestions, le plan sanitaire et le plan économique. Voilà. La déclaration des chefs, c'était en novembre 2000. Emmanuel Kouy. Oui, moi je crois que les chefs ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Et puis, il faut noter qu'il n'y a aucun moyen d'établir un trait d'union entre les chefs traditionnels et les pouvoirs publics, puisqu'ils ont envie de parler au chef de l'État. Il n'y a aucune passerelle. Comment pouvez-vous faire pour que le chef de l'État vous entende? On va vous dire d'aller déposer votre mémorandum au gouverneur, ou bien au sous-préfet, qui va l'envoyer au préfet, qui va envoyer au gouverneur, qui va envoyer au ministre de l'administration territoriale, qui va envoyer au chef de l'État. Ce qui est certain, c'est que ce chemin est tellement long, il y a tellement des étapes et des goulots d'étranglement que quelque part, la correspondance va disparaître. Moi, je crois que ce que les chefs traditionnels ont fait là est extrêmement intéressant. Et je demanderais même aux députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée de voir comment les chefs traditionnels se sont comportés. Il faudrait que les députés de l'opposition sachent que chaque fois qu'ils sont à l'Assemblée et qu'ils ne peuvent pas faire entendre leur voix, ils doivent pouvoir, au sortir de là, rendre compte publiquement, dans les réseaux sociaux et par les moyens médiatiques, au peuple de ce qu'ils ont essayé de faire. Parce que sinon, ils feront 5 ans comme les autres l'ont fait, etc. Et on comprendra tout simplement qu'ils sont allés là-bas juste pour améliorer un peu leur confort. Donc, moi je crois que toutes les organisations au Cameroun qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre doivent pouvoir faire comprendre, de faire entendre dans le cadre de leurs prérogatives, doivent faire comprendre au peuple que voilà ce que nous pensons. Parce que le chef d'État lui-même, il suit la télévision, il va dans les réseaux sociaux, il est au courant. Donc nous savons, à l'heure où nous sommes, nous savons que le chef d'État a pris connaissance de ce mémorandum, puisque M. Atangadi s'en plaint. Et comme je disais, plus M. Atangadi va s'en plaindre, plus ça va démontrer que l'objectif est atteint. Parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'il veut, et c'est pour cela qu'il se met dans tous ces États. Bon, si on peut l'amener à se mettre au maximum dans tous ces États, nous espérons que ça pourra peut-être l'amener à faire un pas. Parce qu'on l'a vu, chaque fois qu'on a obtenu quelque chose de ce régime, c'est après la bagarre. Ce n'est jamais avant la bagarre. On a eu la constitution de 96 après la bagarre. Ouais. On a eu les villes mortes. On a eu les villes mortes, je veux dire. On a eu l'élection des conseillers régionaux après la bagarre. Systématiquement, c'est après la bagarre qu'on peut faire avancer. D'ailleurs, même quand on obtient après la bagarre quelque chose, si on dort beaucoup, eux ils reculent davantage. Juste en 92, quand on a eu la Constitution, il y avait les libertés, il y avait toutes les institutions qu'il fallait mettre en place. Puisqu'on n'a rien fait en 92, ils ont changé la Constitution en 96, en 2018. Ils ont retiré certains éléments de cette Constitution. Et puis, dans cette Constitution même, il était dit que le Conseil constitutionnel devait être nommé et que le président de l'Assemblée devait faire des propositions pour un certain nombre de points, etc.
le président du Sénat devait faire des propositions. Mais comme on dormait, en 2008, ils ont fait sortir toutes ces dispositions et le chef de l'État a nommé tout seul la Cour constitutionnelle et on est allé aux élections. Comme ce sont des gens qui sont recrutés par lui, payés par lui, et puis celui qui s'occupe de leur carrière, celui qui les nomme, il ne pouvait que dire qu'il a gagné même s'il avait une seule fois. Donc, le peuple doit être permanemment éveillé et des gens, comment dirais-je, des leaders d'opinion comme les chefs traditionnels, ainsi que la société civile et tout le monde, nous devons être éveillés et à tout moment, nous devons remuer le landerneau politique pour empêcher à ces gens-là de nous faire des coups bas. Ok, merci Dr. Nicolas. On arrive au terme de l'émission en quelques secondes. The problem in Cameroon is that there is a lot of violence, physical, emotional, and there is no happiness, and the country is falling apart. We really need to find ways and means of getting the country together, Francophones together, understanding themselves, Anglophones together, understanding themselves, Anglophones and Francophones, understanding each other. Tribalism has come. You hear Sardina, Tontina, Mouton, Anglo, all these things, they are not good. Flop. Yeah, we need, I don't know what, but they are very odd. But the thing is this, we have an issue of governance and we can improve on it. And I would say that, the president puts people there to work, but one gets the impression that they are not doing the work for which they have been employed. And therefore, the president finds himself in a lot of difficulties because people are not doing their work as they are supposed to. And we need to wake up from sleep and do things properly and make sure especially that the economics is good. As I was saying in English on the other this thing, our youths need to be taken care of. Our youths have been abandoned. They have no jobs because the school systems are bad and doesn't give them the capacities to work. So there's so much to do, except that some people don't seem to understand what to do. Ok. Pour les Youm En 30 secondes, je vous ai dit, le père Kounié a dit tout à l'heure que le chef de l'État, Emmanuel Kounié a dit tout à l'heure, pardon, c'est parce que je suis très respectueux. Non, Emmanuel, nous sommes en télévision. Emmanuel Kounié a dit que le chef de l'État a dit qu'il y a des démocraties. Pourquoi vous ne dites pas le père Paul Biya? Mais je pourrais toujours le dire. Non, mais vous ne le dites pas. Nous sommes en télévision. Il y a le patriarche. Non. Le président. Non, le président de la République a dit lors de son allocution que il y a des démocraties plus vieilles que les nôtres qui ont pris du temps à se mettre en place. Je peux dire, nous sommes pouvoir attendre 400 ans pour avoir les Prado, les Mébak et qu'on soit, on n'était pas obligé d'embrasser toutes ces choses dans le temps moderne. Ça veut dire que si on est bien d'accord qu'on doit avoir les Prado, les Mébak au Cameroun, il faut aussi qu'on soit bien d'accord qu'on peut avoir au même moment. La démocratie est pour chuter. Je voudrais dire, tous les jours je dis à mes amis du LDPC que leur régime me fait penser à l'animal le paresseux. Vous connaissez cet animal? C'est l'animal le plus lent au monde. Il marche doucement, il fait tout doucement, sauf une chose, quand il faut manger. Quand il faut manger, il mange vite. Et c'est ça le LDPC. C'est d'ailleurs pourquoi on veut une section mais détournée en Kondengé et l'autre à Noubel. Les gens qui, parce que quand il faut manger, ils sont forts pour manger le budget, mais quand il faut travailler pour faire avancer la nation, ils sont très lents. Et je crois qu'ils doivent un peu se secouer. Merci. Kabinele? Oh, rien à redire. Moi, je pense que nous avons fait une bonne émission. Nous avons donné chacun son point de vue. Ouais, c'est ça qu'il en soit. Et le point de vue de notre ami de France, Abdelaziz Moundé, qui avait plein de verve et qui contenait beaucoup de vérité et beaucoup de choses importantes. Et c'est ça qui est important dans Equinox Soir. C'est-à-dire que dans Equinox Soir, il est vrai qu'il y en a qui viennent dire ce que certaines personnes veulent entendre. Mais il est important de donner la possibilité de plusieurs expressions et surtout d'amener les uns et les autres à se faire une religion à partir des divers points de vue qu'il y a eu sur le plateau. Moi, je pense que ce plateau ce soir a été assez riche. Voilà, merci. On va dire une fois de plus merci à Abdelaziz Moundé depuis Paris. Merci Emmanuel Kounié. Merci à vous, comme Inélé. Dr. Ningwanyam, thank you. Thank you. Voilà, merci. Paul Youm. Merci. Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Bafoussa.